Le ciel semblait sans limite, et pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie repoussait activement ses frontières en créant des avions qui étaient en avance sur leur époque. Ces machines incarnaient les ambitions, le génie ingénieur et parfois le désespoir. Des projets futuristes dont beaucoup, heureusement, ne furent jamais pleinement réalisés, des géantes bimoteurs colossaux aux chasseurs à réaction fulgurants, les ingénieurs allemands conçurent certains des appareils volants les plus innovants de cette époque. Plongeons dans le monde des technologies sans précédent et des solutions désespérées en explorant les 20 avions les plus étonnants et incroyables développés par l'Allemagne nazie. Avant de passer à la partie principale, nous voudrions vous demander un petit soutien, un like et un abonnement seraient la meilleure des gratitudes. Merci. Le matin du Blitzkrieg commençait par le grondement caractéristique des moteurs du Heinkel He-111, le principal bombardier moyen de la Luftwaffe. Il était immédiatement reconnaissable grâce à sa partie avant largement vitrée, ce qui lui valut les surnoms de nez de verre ou de lanterne volante. Cette particularité offrait une excellente visibilité aux bombardiers. Développé au milieu des années 1930, il devint le pilier des campagnes de bombardement. Équipé de 2 moteurs, il affichait de bonnes performances de vol et une manœuvrabilité surprenante pour un bombardier. Sa polyvalence lui permettait d'accomplir un large éventail de missions bombardement horizontaux sur des objectifs industriels, attaques à la torpille contre des navires. Les équipages soulignaient la solidité exceptionnelle de sa construction, qui permettait souvent de rentrer à la base même après de graves dommages. Il fut largement employé lors de la bataille d'Angleterre et pendant le Blitzkrieg, devenant un symbole de la puissance aérienne allemande. Outre les missions de combat, certaines versions furent utilisées pour des opérations de transport, acheminement de troupes largage de parachutistes et reconnaissance à longue portée. L'un de ces appareils servit même de transport personnel au généralissime Franco. Cependant, au fur et à mesure que la guerre avançait, sa vitesse relativement modeste et son armement défensif limité le rendirent vulnérable face aux chasseurs modernes. Malgré ses faiblesses, il laissa une trace indélébile dans l'histoire, jouant un rôle clé dans la formation du concept allemand de guerre éclair et s'imposant comme l'un des avions les plus importants de l'Allemagne nazie. Peu d'avions incarnaient la guerre psychologique de manière aussi éclatante et terrifiante que le Junkers Ju-87, surnommé de façon sinistre Stuka. Ses ailées incurvées, rappelant celles d'une mouette, et son train d'atterrissage non rétractable le rendaient immédiatement reconnaissable. Mais la véritable terreur provenait des sirènes stridentes et des trompettes de Jericho fixées sur le bord d'attaque des ailes qui hurlaient lors du piqué, amplifiant la panique au sol. Ce bombardier en piqué manœuvré par un équipage de 2 personnes fut conçu pour porter des frappes chirurgicales sur des cibles terrestres. Entré en service en 1936, les Stuka démontra une efficacité diabolique lors des premiers Blitzkriegs, détruisant colonnes de chars, fortifications et troupes en marche grâce à sa capacité de bombardement de haute précision, facilitée par des freins de piqué automatiques. Malgré sa vitesse relativement faible et son blindage léger, ses succès fulgurants furent dus à la supériorité aérienne allemande et à l'effet de surprise. Cependant, lors de la bataille d'Angleterre confrontée à des chasseurs expérimentés de la RAF, sa vulnérabilité devint évidente. Néanmoins, le Ju-87 exerça une influence colossale sur le déroulement de la guerre et le développement des tactiques. Il devint le symbole sinistre de l'agression de la Luftwaffe, apparaissant régulièrement dans les actualités de propagande. De nombreuses versions, notamment anti-chars, lui permirent de continuer à voler sur le front de l'Est, où sa précision resta inestimable contre les chars soviétiques. Le Ju-87 changea à jamais les doctrines tactiques d'emploi de l'aviation de bombardement, portant non seulement des bombes, mais aussi une terreur inimaginable. À l'origine, le Messerschmitt Bf-110 était conçu comme un chasseur lourd bimoteur ou Zerstörer, destructeur destiné à escorter les bombardiers et à combattre les chasseurs ennemis. Au début de la guerre, son armement impressionnant et sa grande vitesse permirent à la Luftwaffe de dominer. Cependant, lors de la bataille d'Angleterre face aux chasseurs britanniques plus manœuvrables Spitfire et Hurricane, le Bf-110
révéla son manque de manœuvrabilité au combat rapproché entraînant de lourdes pertes et obligeant la Luftwaffe à revoir son rôle. Heureusement, son histoire ne s'arrêta pas là des modifications et améliorations. Le Transformer était un redoutable chasseur de nuit, équipé d'un radar avancé pour l'époque. Dans ce rôle, il connut une seconde vie devenant un véritable chasseur de bombardiers ennemis sous le couvert de la nuit. De nombreux as de la Luftwaffe les plus performants sortirent précisément des unités de chasse de nuit équipées de BF-110. Grâce à ces succès, la production du BF-110 se poursuivit tout au long de la guerre. Cet ancien destructeur devint un élément clé de la défense nocturne du Reich, symbole de l'adaptabilité de la construction aéronautique allemande. Élégant et rapide, le Dornier d'O-17 gagna rapidement le surnom de crayon volant en raison de son fuselage particulièrement étroit. Conçu initialement comme un avion postal rapide dans les années 1930, il se transforma rapidement en bombardier léger lorsque l'Allemagne nazie réalisa son potentiel militaire. Équipé d'un équipage de 4 personnes de 2 puissants moteurs et d'une forme très aérodynamique, le Do-17 excellait dans les attaques rapides à basse altitude, passant en trombe au-dessus des cibles et effectuant des retraits fulgurants. Au début de la Seconde Guerre mondiale, cet avion prouva son efficacité écrasante. Lors de la bataille d'Angleterre, sa grande vitesse lui permettait de distancer la plupart des intercepteurs ennemis plus lents. Les pilotes louaient sa maniabilité exceptionnelle et sa polyvalence impressionnante. Cependant, à mesure que la défense antiaérienne alliée s'améliorait, sa charge de bombes limitée et son armement défensif modeste devinrent problématiques. Néanmoins, le Do-17 laissa une marque importante dans l'histoire. Sa présence active lors des Blitzkrieg en Pologne, Norvège et France contribua non seulement à infliger des dommages à l'ennemi, mais aussi à définir la stratégie allemande d'offensive fulgurante. Plus tard, certaines versions furent adaptées avec succès en chasseurs de nuit. Bien qu'il ait été quelque peu éclipsé par des bombardiers plus gros, le Dornier Do-17 joua un rôle clé dans les premières opérations victorieuses de la Luftwaffe, montrant que la vitesse et l'élégance pouvaient être aussi efficaces que la force brute. Lorsque le Focke-Wulf FW-190 apparut en 1941, il conquit immédiatement non seulement le respect, mais aussi une profonde crainte parmi les pilotes alliés. Avec son puissant moteur radial, sa construction extrêmement robuste et sa puissance de feu impressionnante, ce chasseur monoplace devint rapidement l'un des avions les plus redoutables et dangereux de l'Allemagne nazie, un véritable cauchemar pour les adversaires. Les pilotes britanniques le qualifiaient de « excellente machine », reconnaissant qu'il faisait face à une nouvelle menace mortelle. Surnommé Boucher, Burger, son nom officiel signifiant pied grièche, offrait des performances exceptionnelles en sa manœuvrabilité et en taux de montée permettant aux pilotes expérimentés de dominer les combats aériens. Son concepteur Kurt Tank visait à créer un avion de combat robuste, puissant et efficace. Les premières versions du F-210 choquèrent les unités de Spitfire des Royal Air Force, obligeant les Alliés à développer de nouvelles tactiques et des modèles de chasseurs améliorés. Le F-210 était bien plus qu'un simple chasseur, il excella également comme chasseur bombardier, portant des frappes dévastatrices sur des cibles terrestres. Sur le front de l'Est, il fut vital pour le soutien direct des troupes au sol, et en Europe occidentale, il devint un élément clé de la défense contre les raids de bombardement alliés croissants. Malgré les problèmes de production et le manque de pilotes qualifiés, le F-190 resta un pilier de la Luftwaffe jusqu'aux derniers jours de la guerre. Son mélange unique de puissance de polyvalence et d'efficacité terrifiante lui valut à jamais le statut de l'un des avions les plus incroyables et importants de l'Allemagne nazie. Le Messerschmitt Bf-109, peut-être le chasseur monomoteur le plus célèbre des forces aériennes allemandes, effectua son premier vol en 1935. Léger, compact et équipé de puissants moteurs Daimler-Benz, il devint immédiatement le socle des forces de chasse allemandes. Son fuselage élégant et aérodynamique offrait des performances exceptionnelles en vitesse taux de montée et piqué, donnant aux pilotes un avantage mortel lors des premières opérations. Pendant la guerre civile espagnole, les Bf-109 se distingua brillamment, ouvrant la voie à la domination au début de la Seconde Guerre mondiale. Dans le ciel au-dessus de la Pologne, de la France et des pays du Benelux, ils surpassaient facilement de nombreux chasseurs ennemis.
Cependant, lors de la bataille d'Angleterre, il affronta les redoutables Spitfire et Hurricane, révélant à la fois ses forces et ses limites, notamment son rayon d'action relativement réduit, qui compliquait sérieusement les missions au-dessus de l'Angleterre. Au fil de la guerre, de nouvelles variantes du BF-109 apparurent avec des moteurs plus puissants et un armement lourd destiné à des rôles spécialisés intercepteurs à haute altitude ou chasseurs-bombardiers. Sur le front de l'Est, d'innombrables as de la Luftwaffe, dont Eric Hartmann, accumulèrent un nombre impressionnant de victoires précisément sur BF-109. La production de cet avion se poursuivit en quantité colossale tout au long de la guerre en faisant l'un des chasseurs les plus produits de l'histoire de l'aviation. Le Bf-109 ne fut pas seulement un symbole de la puissance aérienne allemande. Il fut une légende vivante, une machine qui évoluait constamment pour répondre aux exigences changeantes de la guerre et qui inscrivit à jamais son nom au panthéon des grands avions de combat. Le Heinkel He 177 Greif fut le seul bombardier lourd à long rayon d'action de l'Allemagne nazie à atteindre une production en série. Conçu pour un double rôle de bombardier stratégique et de bombardier en piqué, il rencontra des problèmes diaboliques durant son développement. Cette exigence double entraîna une conception extrêmement problématique, notamment à cause des moteurs couplés qui surchauffaient constamment et provoquaient de fréquents incendies catastrophiques en vol. Malgré ses défauts, le He-177 montrait parfois des éclairs de son énorme potentiel, capable de transporter une charge de bombe colossale sur de grandes distances. Il était destiné à frapper profondément dans les arrières ennemis. Lorsque tous ces systèmes complexes fonctionnaient correctement, sa vitesse et son rayon d'action impressionnaient les équipages. Cependant, les problèmes récurrents avec les moteurs, la complexité extrême de l'entretien et l'exigence absurde de capacité de bombardement en piqué le rendirent tristement célèbre pour son manque de fiabilité. De nombreux pilotes le surnommèrent cercueil enflammé. Néanmoins, la direction de la Luftwaffe persista dans sa production. Dans les versions ultérieures, le risque d'incendie fut réduit. Lors de missions contre des objectifs industriels soviétiques ou des convois alliés, le He-177 démontra parfois la puissance stratégique et le rayon d'action dont l'Allemagne avait désespérément besoin. Cependant, lorsque le He-177 fut enfin prêt pour des opérations à grande échelle, le cours de la guerre avait déjà irrémédiablement tourné contre le Reich. Bien qu'éclipsé par les bombardiers alliés plus réussis, le He-177 reste important dans l'histoire de l'aviation grâce à ses défis techniques uniques et complexes, qui ne furent jamais pleinement surmontés, le laissant comme symbole des ambitions et des déceptions. Reconnu comme l'un des avions les plus adaptables et polyvalents de la Luftwaffe, le Junkers Ju-88 devint une véritable bête de somme pour l'Allemagne nazie. Conçu initialement comme bombardier rapide, il révéla rapidement son potentiel pour quasiment tous les rôles imaginables: bombardier horizontal, bombardier en piqué lance-torpille, chasseur de nuit, avion de reconnaissance et bien plus. Son adaptabilité était sans précédent. Volant pour la première fois en 1936, le Ju-88 entra en service juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, prouvant rapidement son exceptionnelle valeur. Sa configuration bimoteur et son fuselage élégant offraient une bonne vitesse et une manœuvrabilité surprenante pour un bombardier. Il pouvait emporter une charge de bombes respectable et effectuer des piqués abrupts. Au fur et à mesure de l'escalade de la guerre, les ingénieurs améliorèrent continuellement la conception, créant d'innombrables variantes pour les tâches les plus diverses. Parmi elles, des versions pour missions anti-navires dans l'Atlantique ou pour combat de nuit contre les bombardiers de la RAF. Sur le front de l'Est, les Ju-88 attaquaient les lignes de défense soviétiques, jouant un rôle décisif dans les opérations terrestres. Certains modèles spécialisés étaient équipés de stations radar avancées. Grâce à cette adaptation et modernisation constante, le Ju-88 resta un atout absolument indispensable de la Luftwaffe jusqu'à la capitulation de l'Allemagne, devenant l'un des symboles les plus reconnaissables et polyvalents de la puissance aérienne allemande. Imaginez une petite machine sans queue aux ailes tranchantes, comme des rasoirs filant dans le ciel à une vitesse inatteignable. Voici le Messerschmitt M163 Comet, le premier et unique chasseur à réaction à moteur fusée opérationnel au monde.
Il ressemblait à quelque chose sorti d'un roman de science-fiction en avance d'une décennie sur son époque. La comète décollait du sol avec une accélération colossale, gagnant de l'altitude plus vite que n'importe quel intercepteur allié. Son puissant mais extrêmement instable moteur fusée offrait une poussée stupéfiante. Cependant, cette vitesse phénoménale avait un prix seulement quelques minutes de vol sur la propulsion à réaction, après quoi le carburant s'épuisait et l'avion se transformait en planeur effectuant une descente sans moteur. Conçu par Alexander Lippisch, le Mai-163 était destiné à défendre le ciel allemand contre les raids massifs de bombardiers alliés. Le concept était incroyablement audacieux, le chasseur devait décoller instantanément, traverser la formation de bombardiers, emportant des coups mortels puis planer pour revenir. En pratique, cette approche radicale posait de sérieux problèmes. Le danger du mélange de carburant provoquait de fréquents accidents. La fenêtre d'attaque très courte réduisait fortement l'efficacité et l'atterrissage sur un ski rétractable à grande vitesse était extrêmement risqué. Malgré un succès opérationnel limité, le caractère novateur du Mai-163 lui assura à jamais une place parmi les avions les plus incroyables et audacieux de l'Allemagne nazie. Il fut le précurseur de l'ère des avions à réaction et montra de quoi était capable le génie humain même dans des circonstances désespérées. Conçu comme une évolution à haute altitude du célèbre chasseur Focke-Wulf Faber-150, l'État 152 porta la conception éprouvée de Kurt Tank à un nouveau niveau. Cet avion incarnait le désir de pousser les moteurs à piston à leur limite absolue. Des ailes allongées, une cabine pressurisée et un puissant moteur avec compresseur à 2 étages lui offraient des performances exceptionnelles à des altitudes extrêmes, au-delà de 500 mètres. Théoriquement, il pouvait intercepter les bombardiers alliés à des hauteurs inaccessibles pour les autres chasseurs de la Luftwaffe de l'époque. Le Ta-152 arriva sur le front très tard et seules quelques unités participèrent à de véritables combats. Néanmoins, les rares pilotes rapportèrent sa vitesse stupéfiante, parfois plus de 720 km/h en altitude, et son taux de montée exceptionnel. L'armement comprenait généralement un canon de 30 mm et 2 canons de 20 mm, représentant une menace mortelle pour tout bombardier à haute altitude. Cependant, malgré ses performances supérieures, le moteur complexe et le système de pressurisation exigeaient un entretien minutieux. La pénurie aiguë de carburant, les pannes dans les chaînes de production et les bombardements des aérodromes limitaient encore plus sa disponibilité. Bien qu'il ait eu un impact minimal sur l'issue de la guerre, l'État 152 fut un témoignage éclatant de la quête incessante de supériorité technologique de l'Allemagne. Les essais d'après-guerre par les Alliés confirmèrent pleinement ses performances exceptionnelles, lui valant la réputation de l'un des chasseurs à piston les plus aboutis de la Seconde Guerre mondiale. Conçu sous le nom désespéré de Volksjäger, chasseur du peuple, les Heinkel H-162 Salamander, fut la dernière tentative fiévreuse de l'Allemagne nazie de créer un intercepteur à réaction léger et bon marché en un temps record. Cet avion incarna le désespoir et l'absence d'espoir. Construit principalement en bois en raison de la pénurie critique de métaux, il était destiné à être piloté par des pilotes rapidement formés, issus de la Hitlerjugend, soulignant l'état catastrophique de l'Allemagne à la fin du conflit. Malgré le délai minimal accordé au développement, le He-162 se distinguait par un fuselage compact et aérodynamique, avec un unique turboréacteur BMW monté sur le dessus. Il pouvait atteindre une vitesse impressionnante pour une si petite machine, potentiellement plus de 800 km/h. Cependant, cette hâte entraîna de nombreux défauts, fatales faiblesses structurelles dans les parties en bois, provoquant souvent des crashs, et les pilotes inexpérimentés trouvaient son pilotage extrêmement difficile. Néanmoins, les pilotes d'essai expérimentés notaient sa manœuvrabilité surprenante en vol. Très peu de He-162 virent le vrai combat. Ils arrivèrent trop tard et en quantité trop limitée pour influencer le cours de la guerre. Aujourd'hui, la salamandre symbolise la nature duale, d'un côté exemple d'une solution ingénieuse audacieuse, de l'autre, triste témoignage de l'effondrement total d'un régime autrefois redoutable. Il figure parmi les tentatives les plus incroyables, mais aussi les plus désespérées de créer un avion de combat par l'Allemagne nazie.
Cet avion semblait tout droit sorti des pages d'un roman de science-fiction en avance d'une décennie sur son époque, le Horton O-229, une construction radicale d'ailes volantes, démontra la pensée futuriste des géniaux frères Horton. Développé en réponse à l'ambition insatiable du Reich de créer des avions plus rapides, plus efficaces et plus insaisissables, ce prototype utilisait une aérodynamique unique d'ailes mixtes pour réduire au maximum la résistance frontale. Certains analystes modernes affirment même qu'il possédait un effet stealth primitif mais efficace contre les premiers radars grâce à l'utilisation de bois et de matériaux carbone. Équipés de deux turboréacteurs habilement intégrés dans les racines des ailes, les Ho-229 promettaient une vitesse stupéfiante. Le design n'avait pas d'empennage traditionnel se reposant sur des élevons et des gouvernes de direction intégrées dans les ailes pour un contrôle total. Seuls quelques prototypes furent construits et les essais en vol furent extrêmement limités en raison du chaos de la guerre. Néanmoins, le projet attira un intérêt significatif de hauts responsables. Bien que le Ho-229 n'ait jamais été pleinement réalisé comme avion de combat, il reste l'un des avions les plus incroyables et visionnaires de l'Allemagne nazie et en termes de concept et de percée technologique. Après la guerre, les Alliés étudièrent minutieusement les exemplaires capturés, donnant lieu à d'innombrables spéculations sur ce qui aurait pu être. Certains experts estiment qu'à haute altitude, compte tenu de sa vitesse et de sa faible signature radar, il aurait pu être un adversaire véritablement redoutable. La pénurie aiguë de ressources, les bombardements et la détérioration rapide de la situation stratégique mirent prématurément fin au programme Ho-229, mais son héritage perdure. Il s'inscrivit à jamais dans l'histoire comme une expérience audacieuse qui anticipa toute une ère d'avions invisibles. Imaginez un oiseau géant capable de transporter toute une escadrille d'avions ou des centaines de tonnes de fret flottant à la surface de l'océan, comme un cuirassé le Blohm & Voss BV-238 fut exactement cela. Cet énorme hydravion hexamoteur se distingua brièvement mais fièrement comme le plus lourd avion jamais construit à l'époque. Conçu pour des missions de reconnaissance maritime à longue distance et des tâches de transport à grande échelle, il incarnait les ambitions grandioses de l'Allemagne pour dominer les eaux lointaines. Ce colosse avait une longueur impressionnante de plus de 40 mètres et une envergure dépassant 58 mètres. La construction commença au début des années 1940, mais fut ralentie par les bombardements alliés et la pénurie de matériaux. Au final, un seul prototype complet prit l'air. Équipé de 6 puissants moteurs, Daimler-Benz le BV-238 démontra malgré sa taille des caractéristiques de maniabilité étonnamment bonnes lors des vols d'essai. Il pouvait transporter de lourdes charges sur de très grandes distances, le rendant idéal pour des patrouilles océaniques prolongées ou des missions logistiques à grande échelle. Cependant, comme beaucoup de projets prometteurs de la fin de la guerre, le prototype BV-238 fut victime de chasseurs alliés alors qu'il était amarré sur un lac des Frappes ciblé sur son énorme fuselage, détruisant l'avion, mettant une fin tragique à l'histoire de ce géant des mers. Certains historiens estiment que si le BV-238 avait été mis en service plus tôt et en quantité suffisante, il aurait pu sérieusement gêner les opérations maritimes alliées. Au lieu de cela, il reste un aperçu impressionnant des tentatives allemandes d'utiliser des hydravions colossaux, montrant de quoi était capable la pensée ingénieure allemande. Parmi les avions à piston de la Seconde Guerre mondiale, peu pouvaient se vanter d'une vitesse aussi incroyable et d'une configuration aussi unique que le Dornier d'eau 335 Faille Flèche. Sa caractéristique distinctive était le schéma innovant de moteur en configuration push-pull, un moteur à l'avant et un autre à l'arrière du fuselage avec une hélice propulsive. Cette disposition inhabituelle non seulement générait une poussée impressionnante, mais réduisait aussi au minimum la résistance frontale pour une configuration bimoteur et permettait un fuselage extrêmement étroit, augmentant encore la vitesse et la manœuvrabilité. Capable d'atteindre plus de 760 km/h, le 2Do 355 était conçu comme une plateforme polyvalente chasseur lourd rapide, tueur de bombardiers et avion de reconnaissance rapide. Les pilotes louaient son accélération incroyable, son taux de montée stupéfiant
et sa manœuvrabilité surprenante. Une attention particulière fut portée à la sécurité de l'équipage, la conception intégrée des sièges éjectables. Malgré ses performances presque phénoménales, la production du Do 335 commença trop tard pour un déploiement opérationnel significatif. À ce moment, les ressources allemandes étaient catastrophiquement épuisées et la guerre touchait à sa fin. Seules quelques unités furent livrées et elles n'accomplirent qu'un nombre limité de missions de combat. Cependant, les essais d'après-guerre sur les exemplaires capturés par les Alliés stupéfièrent les pilotes d'essai. Ils furent impressionnés par sa puissance et sa maniabilité, le considérant comme un triomphe ingénierial véritable. Le Do 335 Pfeil fut un témoignage éclatant de jusqu'où les ingénieurs allemands pouvaient pousser le développement de l'aviation à piston, même dans une guerre perdue. Prenant son envol grâce à la poussée puissante de deux turboréacteurs Jumo le Messerschmitt et 252, Schwalbe, Hirondelle entra dans l'histoire comme le premier chasseur à réaction opérationnelle au monde. Ce fut une véritable révolution. Cette machine pouvait facilement distancer n'importe quel adversaire à piston, croisant à des vitesses dépassant 800 km/h. Son silhouette élégante et aérodynamique ainsi que ses ailes en flèche caractéristiques ne suggéraient pas seulement l'avenir de la guerre à réaction, il l'indiquait clairement. Le développement du MiG-262 commença avant même la Seconde Guerre mondiale, mais rencontra de nombreux retards dus à des problèmes de fiabilité, des premiers moteurs à réaction et à l'indécision stratégique du commandement. Adolf Hitler lui-même insista pour que l'avion soit adapté comme bombardier, ce qui causa des retards supplémentaires. Dès que le MiG-262 fut enfin déployé, il se révéla un adversaire véritablement redoutable. Armé de 4 canons de 30 mm, il pouvait littéralement déchiqueter les bombardiers alliés. Sa vitesse écrasante et sa puissance de feu destructrice lui donnaient le potentiel de changer complètement l'équilibre de la guerre aérienne s'il avait été disponible en quantité suffisante. Cependant, l'Hirondelle avait ses vulnérabilités. La durée de vie de ses moteurs était très courte, nécessitant un entretien fréquent. Les Alliés apprirent rapidement à le contrer en attaquant ses aérodromes lors du décollage ou de l'atterrissage. La pénurie de pilotes expérimentés, le manque de carburant et les campagnes de bombardement alliées limitaient encore plus son efficacité. Bien que le MiG-262 ait remporté de nombreuses victoires impressionnantes, il arriva trop tard et en trop petit nombre pour inverser le cours de la guerre. Néanmoins, le MiG-262 inspirait une profonde crainte parmi les équipages alliés et fut un précurseur éclatant de l'avenir de l'aviation militaire. Après la guerre, ces innovations stimulèrent puissamment le développement des programmes à réaction dans le monde entier, changeant à jamais le visage du combat aérien. L'Arado R-234 Blitz Éclair fut une véritable percée, le premier bombardier à réaction opérationnelle au monde. Cette machine élégante conçue pour une vitesse maximale était propulsée par 2 turboréacteurs Jumo. Elle décollait souvent à l'aide de chariots de lancement à fusée et atterrissait sur des skis rétractables au lieu d'un train classique afin de gagner du poids et d'améliorer l'aérodynamique. Cette approche non orthodoxe permettait aux Blitz d'atteindre des vitesses incroyablement élevées lors des missions de bombardement et d'effectuer des retraits fulgurants presque insaisissables. Sa taille relativement petite et sa forme extrêmement aérodynamique en faisaient une cible extrêmement difficile pour les chasseurs alliés. En effet, lors des premières missions, l'AR-234 distançait facilement ses poursuivants. Initialement, il fut principalement utilisé pour la reconnaissance stratégique et le bombardement à haute altitude, où sa vitesse lui permettait de collecter des données précieuses sans subir de lourdes pertes. Cependant, malgré ses qualités impressionnantes, l'avion avait une charge de bombe limitée et ses moteurs étaient assez capricieux. La production de l'AR-234 fut fortement entravée par la pénurie aiguë de matériaux et de personnel qualifié. Au final, seules quelques dizaines de machines atteignirent un statut opérationnel, trop peu pour influencer la situation stratégique globale de la guerre. Néanmoins, le design unique de l'AR-234 et son rôle novateur dans l'histoire de l'aviation à réaction lui valurent une place méritée parmi les avions les plus incroyables produits par l'Allemagne nazie. Il fut le précurseur d'une nouvelle ère de l'aviation de bombardement,
où la vitesse et l'insaisissabilité prirent le devant de la scène. L'idée même de son existence était audacieuse et effrayante. Le Messerschmitt Me-264 était le fruit du programme America Bomber, un plan ambitieux et particulièrement sinistre de l'Allemagne nazie pour développer un bombardier stratégique capable de frapper des cibles à travers l'océan Atlantique, y compris le continent américain lui-même. Ce devait être une frappe de représailles destinée à semer la panique et à forcer les Alliés à détourner des forces pour défendre leur propre continent. Le MA 264 était un quadrimoteur monoplane aux ailes très longues et fines et au fuselage allongé conçu pour offrir un rayon d'action maximal. Les ingénieurs fondaient de grands espoirs sur lui, estimant qu'il pourrait emporter une charge de bombes modeste, mais suffisante jusqu'en Amérique du Nord, et revenir avec succès. Seuls 3 prototypes furent construits, chacun équipé de 4 puissants moteurs radio BMW. Les essais initiaux démontrèrent son potentiel pour une très grande autonomie, mais malheureusement, l'avion souffrait des problèmes typiques des projets aussi ambitieux, manque de fiabilité, poids excessif et nombreux compromis de conception. La situation militaire de l'Allemagne, qui se détériorait catastrophiquement, signifiait que les ressources extrêmement limitées furent redirigées vers des programmes de défense plus urgents. De plus, la direction même de la Luftwaffe, malgré la grandeur de l'idée, doutait de la praticité de raids aussi ultra-longs. Néanmoins, le concept du Mai 264 était véritablement audacieux. S'il avait atteint une readiness opérationnelle, il aurait pu affecter le moral allié ou déplacer certaines décisions stratégiques. Cependant, bombarder le continent américain était une tâche logistique titanesque et l'Allemagne n'atteignit jamais cette capacité mortelle. Au final, seuls des vols d'essai des prototypes furent effectués. Ces grands et élégants bombardiers n'entrèrent jamais en production à grande échelle, restant un rêve non réalisé mais effrayant du Troisième Reich. Cet avion incarnait une expérience audacieuse tournée vers l'avenir de l'aviation. Les Junkers Ju-297 fut construit pour tester un concept novateur d'aile à flèche inverse et une installation de propulsion à réaction avancée. Ce fut un véritable saut technologique dans l'inconnu. Initialement, en raison des pénuries, il fut assemblé à partir de pièces d'autres avions, lui donnant un aspect assez patchwork. L'avion était équipé de 4 moteurs à réaction suspendus sous les ailes. Cependant, la caractéristique la plus frappante et futuriste était précisément la flèche inverse de ses ailes. Les ingénieurs pensaient que cette configuration améliorerait considérablement la maniabilité à basse vitesse et réduirait la longueur des pistes de décollage, ce qui aurait été crucial pour opérer depuis des aérodromes de campagne. Ils estimaient que cette disposition unique offrirait une meilleure portance à plus basse vitesse, facilitant le décollage et l'atterrissage sur des pistes courtes. Les essais en vol du premier prototype furent très prometteurs, les pilotes rapportèrent une bonne stabilité. Les plans étaient grandioses, des modèles plus avancés à 6 moteurs, et fuselage entièrement aérodynamique était prévu. Mais comme beaucoup d'autres projets ambitieux de la fin de la guerre allemande, le Ju-287 se heurta à des circonstances terribles. L'avance des Alliés et la réduction rapide des ressources allemandes paralysèrent le programme. Un seul prototype parvint à effectuer quelques heures de vol avant que la fin inévitable de la guerre ne mette fin à tous les plans. Néanmoins, les Alliés capturèrent des projets partiels et des plans, et certains ingénieurs allemands continuèrent à développer le concept d'aile à flèche inverse dans des recherches d'après-guerre. Bien que le Ju-287 n'ait jamais atteint un statut opérationnel, sa configuration à flèche inverse reste une étape dans l'aviation expérimentale anticipant de nombreux développements modernes. Quand la nuit tombait sur l'Europe, apportant avec elle le grondement menaçant des bombardiers britanniques, lui partait à la chasse le Heinkel E-219 Uhu, Ibu. Cet avion était un chasseur de nuit spécialisé, conçu pour contrer les flux massifs de bombardiers de la RAF, et il représentait l'une des machines d'interception à piston les plus complexes et avancées de la Luftwaffe. Ce fut un véritable miracle technologique pour son époque. Le E-219 possédait des lignes aérodynamiques élégantes, une cabine pressurisée pour l'équipage et un équipement radar avancé. Manœuvré par un équipage de 2 personnes pilotes et opérateurs radar, le Ibu emportait un arsenal impressionnant
incluant les célèbres canons orientés vers le haut, Schrägmusik, destinés à attaquer les bombardiers par en dessous. Lors des vols d'essai, le He-219 démontra une vitesse incroyablement élevée pour un chasseur de nuit et d'excellentes caractéristiques de montée. Les pilotes trouvaient des systèmes radars extrêmement utiles pour capturer précisément les cibles dans l'obscurité totale. Au combat, le A-219 prouva sa létalité, abattant de nombreux bombardiers lourds de la RAF, souvent en les prenant par surprise. Cependant, malgré ses qualités opérationnelles exceptionnelles, des dissensions internes et des disputes de production au sein de la Luftwaffe freinèrent fortement sa production en série. Un petit nombre d'escadrilles opérationnelles l'utilisèrent avec une efficacité stupéfiante. Bien que trop peu d'avions aient été construits pour changer significativement le cours des campagnes de bombardement alliées. À la fin de la guerre, les He-219 capturés suscitèrent un énorme intérêt et une admiration chez les experts alliés qui reconnurent immédiatement ses systèmes avancés et ses performances exceptionnelles. Aujourd'hui, il reste un exemple précieux et respecté de l'ingénierie aérospatiale allemande, de la fin de la guerre, symbole d'une supériorité technologique qui aurait pu changer le cours des événements, mais hélas arriva trop tard. Parmi tous les avions incroyables, parfois fous, créés par l'Allemagne nazie, le Bashemba 349 Natter Viper occupe une place tout à fait particulière. Ce n'était pas simplement un avion, mais un intercepteur à décollage vertical à moteur fusée expérimental. Un véritable pari désespéré du Reich dans les derniers jours de la guerre. Conçu pour protéger les sites industriels vitaux et les villes contre les raids massifs de bombardiers alliés, son principe de fonctionnement était unique et choquant de simplicité. Il était lancé verticalement depuis une haute tour en acier, s'élevant dans le ciel grâce à la poussée puissante du moteur fusée principal et d'accélérateurs supplémentaires. Le pilote devait viser la partie avant de l'avion rempli de fusées non guidées sur la formation de bombardiers ennemis. Après avoir tiré les fusées et accompli la mission, le pilote devait s'éjecter tandis que la Natter elle-même devait s'écraser au sol ou être détruite. Théoriquement, cela promettait des taux de montée phénoménaux et une construction extrêmement bon marché les pièces en bois, minimisant l'utilisation d'aluminium rare. Cependant, comme souvent avec de tels concepts radicaux, elle était associée à un risque énorme. Les vols d'essai révélèrent de sérieux problèmes de stabilité. Une démonstration tragique se solda par une catastrophe et coûta la vie aux pilotes d'essai. Néanmoins, plusieurs lancements d'essai sans pilote réussirent et au moins un vol piloté atteignit l'altitude calculée. Si la production du BA-349 avait continué, les pilotes inexpérimentés auraient affronté des missions pratiquement suicidaires. La fin de la guerre interrompit le programme de la Natter, ne laissant qu'une poignée de prototypes partiellement assemblés et des données d'essai glaçantes. Bien que le BA-349 n'ait jamais atteint un service opérationnel, il incarne brillamment les paris technologiques désespérés de l'Allemagne pour inverser le cours de la guerre. Son design audacieux, son moteur fusée, son décollage vertical et la possibilité d'éjection du pilote lui valent à juste titre la première place parmi ces créations remarquables et souvent mortellement dangereuses de l'industrie aéronautique du Troisième Reich. Votre soutien, like et abonnement est très important pour nous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester toujours au courant des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Nos nouvelles vidéos.